Bien, allez, c'est parti. Alors, comme je parlerai encore de caisse cet après-midi en faisant la comparaison avec This is England, ce matin, on va aborder 3 points. L'adaptation cinématographique. On va étudier une séquence, c'est la séquence du cours d'anglais, évidemment. Alors, j'ai pris la séquence du cours d'anglais parce qu'en plus, elle n'est pas dans le dossier pédagogique que vous aurez. J'essaie toujours de prendre une séquence qui n'est pas dans le dossier pédagogique, ça vous en fait une de plus comme ça, d'analyser. Et puis on parlera ensuite des choix formels de Ken Loach dans ce film. Film qui, d'une certaine manière, propose déjà tout ce qu'on appelle la méthode Ken Loach. Tout ce qu'on appelle la méthode Ken Loach est dans Caisse, dans ce deuxième film, et il le déclinera par la suite, y compris la façon dont il a de travailler. Je vous donne un exemple hallucinant, c'est que dans la séquence finale, donc Ken Loach il fonctionne un petit peu comme les cinéastes de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il ne fournit pas le scénario complet à ses comédiens, il le donne au fur et à mesure. Et parfois, il va un petit peu plus loin. Donc là, il est allé très très loin. C'est-à-dire qu'il a fait croire à l'acteur qui joue Billy que l'oiseau qui l'enterrait, c'était le faucon du film. C'est-à-dire qu'il a fait croire qu'il avait été tué pour le tournage et que c'est donc l'oiseau avec lequel il a passé une partie du tournage qui l'enterrait. Et il avait trouvé pour ça donc un faucon mort qui était vraiment une copie absolue. Et donc l'enfant l'a cru. Et donc évidemment, ça ajoute. Vous voyez comment il peut aller en interaction sur le tournage pour obtenir parfois ce qu'il souhaite. Ça, c'est un exemple de ce qu'il peut faire. Alors, au départ, je ne pensais absolument pas m'intéresser à l'adaptation cinématographique. Il n'a fait en tout et pour tout que 4 adaptations Ken Loach et dans ses premiers films. Par la suite, à partir des années 85, il a toujours travaillé avec des scénaristes qu'il a fait écrire par son scénariste, qui s'appelle Paul Laverty. Il travaille avec le même scénariste depuis 20 ans. En réalité, depuis quasiment 20 ans, il travaille avec le même chef-ops, la même productrice, le même chef décorateur, le même scénariste. Et bien sûr, et le même chef décorateur. Ça aussi, c'est une clé de son film. Mais comme je suis un petit peu curieux, je me suis quand même procuré le livre. Alors, le livre n'existe pas en librairie, il n'est plus édité depuis très très longtemps. Donc, je l'ai trouvé sur un site qui propose des livres d'occasion que des personnes mettent en vente. Je l'ai trouvé cet été, j'en ai trouvé un exemplaire. Si vous voulez lire le livre, il faut faire cette recherche, puisque de toute façon, en librairie, vous ne l'aurez pas. Et en fait, en le lisant, quand on le lit comme ça au départ, on a l'impression que le livre et le film sont assez proches, et ce n'est absolument pas le cas. En réalité, en faisant cette adaptation, il amène le film exactement là où il veut. Alors, quand on parle d'adaptation, alors je vous lis quand même, il est paru dans la collection Folio Junior, donc c'était livre de jeunesse, et d'ailleurs, là, on donne, bien sûr, c'est le film qui est en référence. Quand on parle d'adaptation cinématographique, il faut toujours s'intéresser, évidemment, à des éléments narratifs. On se pose toujours le problème de ce qui a été créé, de ce qui a été supprimé, de ce qui a été modifié, et on essaye toujours d'essayer de comprendre quel type d'adaptation c'est. Puisque les adaptations cinématographiques, ça peut aller de l'adaptation fidèle à la trahison créatrice absolue. Je prends 2 exemples. Harry Potter, c'est de l'adaptation fidèle quasiment à la virgule près. Mais si vous prenez Tristana de Luis Buñuel, qui est au départ un roman picaresque de Benito Pérez Galdós, chez Buñuel, ça devient une œuvre totalement cauchemardesque. Donc là, évidemment, on est dans un autre monde. Ici, on est véritablement dans le cas où le metteur en scène s'empare du livre et va faire des choix extrêmement précis
et ses choix vont participer évidemment de son objectif et du message qu'il veut faire passer. Dernière petite chose, quand on parle d'adaptation cinématographique, il faut toujours aussi s'intéresser à l'influence que peut avoir le moment de l'adaptation, c'est-à-dire l'actualité dans laquelle l'adaptation se fait. Je vous donne deux exemples. Quand Renoir adapte La Bête humaine de Zola, il le fait en 1936 et il va donc modifier de manière extrêmement importante le livre puisqu'il va faire une apologie du Front populaire, ce qui n'est absolument pas le cas dans le livre. Et donc, par exemple, le Front populaire privatise la SNCF. La scène clé du roman, c'est un déraillement du train Paris-Le Havre. Vous ne l'aurez pas dans le film. Autre exemple, quand Coppola adapte Dracula, le Bram Stoker, vous avez en 92 une métaphore du sida très claire dans le film. Évidemment, vous ne pouvez pas trouver ce type de référence dans les adaptations de la Hammer dont je parlais ce matin, ou évidemment dans les films de Todd Browning des années 30. Ici, on a un cas assez particulier. Le roman date de 1968 et le film est fait en 69, sort en 69. C'est-à-dire que vraiment, il s'empare du roman à sa sortie et il va immédiatement l'adapter. Alors, vous avez là, je me suis amusé cet été, je devais avoir du temps, il pleuvait, je ne sais pas, ou il faisait trop chaud. Je me suis amusé à mettre l'un en face de l'autre les chapitres, ce que j'ai considéré comme des chapitres du film et du livre et des séquences du film. Et j'ai essayé à partir de là de regarder ce qui était modifié. Donc, je vous en parle et puis ensuite on arrive bien sûr à l'analyse et à l'interprétation. La première chose importante, c'est Loach, créé deux séquences. Vous les voyez, elles sont en rouge dans la partie film. C'est la séquence au pub, où on voit Judd et sa mère. Et c'est la séquence où Judd se rend, il est dans la campagne, et ensuite on le voit entrant à la mine, évidemment, et c'est donc son métier de mineur qui va être évoqué. Ces deux séquences, elles sont très importantes. D'abord, elles appartiennent très clairement sur le plan formel à du docudrama. C'est totalement documentaire. Donc, dans son deuxième film, quand il ajoute ces deux séquences, il fait ce qu'il faisait à la télévision anglaise. C'est-à-dire qu'il est extrêmement documenté et il va reconstituer une soirée d'un ouvrier mineur anglais, comment ça se passe. Et il le montre. Donc, on voit évidemment comment les gens se lâchent, on voit quelle musique ils écoutent. Ils sont en totale liberté dans la séquence. Et il va faire la même chose pour la deuxième séquence, c'est-à-dire qu'il va montrer la mine, le métier de mineur. Et c'est quand même la clé du film. Dans ce film, Billy, il est enfermé, et enfermé avec un seul avenir, on va le décliner tout à l'heure. L'avenir de Billy, c'est la mine. C'est très clairement évoqué dans le film. Ensuite, on peut s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de modifications. Notamment dans le livre, au tout début du livre, lorsque Billy se lève, donc il y a effectivement l'altercation avec son grand frère, mais ensuite, Billy descend dans la maison, en bas. Il est obligé d'allumer la cheminée parce qu'il a très froid. On n'a pas allumé la cheminée pour lui. Il ouvre le frigo, il n'y a rien, il est vide. Donc rien n'a été préparé pour lui. Il est tout seul, il n'y a plus personne dans la maison. Alors, ça peut paraître assez anecdotique. En réalité, ça va participer d'un travail que va faire Loach sur l'ensemble de son adaptation. On voit un peu plus bas qu'un matin, il mange le casse-croûte de Judd, parce qu'à nouveau, le matin, il se lève et il n'y a rien à manger. En fait, dans le film, Ken Loach a totalement modifié le ressenti que l'on a de la mère. Dans le livre, la mère est un personnage beaucoup plus négatif. Donc, quand le matin, il se lève, il n'y a rien. Elle n'a pas préparé de petit-déj pour lui. Il n'y a pas de petits mots affectifs. La cheminée n'a pas été allumée. Quand elle lui parle, elle lui dit très souvent « petit salopard ». Donc, il y a ce type de mots. Dans le livre, la mère, elle ramène son amant chez elle le soir. Donc, le matin, quand Billy se lève, il est là, dans la pièce, puisque la mère dort dans le lit qui est dans la salle à manger, puisqu'il n'y a très peu de pièces dans
dans cet appartement. Et puis, et c'est ça l'élément extrêmement important, dans le livre, on sait pourquoi le père de Billy n'est pas présent. Le père de Billy, en fait, a quitté le domicile conjugal. À un moment donné, Billy dit à Judd, bâtard. Et l'autre lui dit, mais ne me parle pas comme ça, etc. Pourquoi il lui dit? Tout simplement parce que Judd, son père, c'est le frère du père de Billy. C'est-à-dire que dans le livre, on explique clairement que la mère de Billy a eu une aventure avec son beau-frère. Et que le père l'apprenant, il a quitté le domicile conjugal. Donc là, il y a évidemment, d'une certaine manière, la faute commise par la mère. Donc vous avez la faute commise par la mère, vous avez le fait qu'elle s'occupe très peu de son fils, qu'elle l'insulte, et dans la scène finale où on apprend que Judd a tué l'oiseau, elle ne réagit pas, elle ne comprend pas l'importance qu'a l'oiseau pour son fils. Par ailleurs, dans la scène que Ken Loach crée au pub, la mère, au contraire, elle s'inquiète de l'avenir de son fils et elle dit même qu'elle devrait stabiliser sa situation conjugale. Elle dit, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose, ce serait bien pour Billy, pour son avenir, qu'il ait une stabilité, qu'il y ait un père, et peut-être que ça l'aiderait. Donc elle s'inquiète pour son fils. Autrement dit, dans l'adaptation que va faire Ken Loach, il valorise beaucoup plus la mère, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre. Il a gommé tous les éléments trop négatifs concernant la mère. Et puis la dernière chose qui est quand même très importante, c'est qu'à la fin du livre, alors je vais vous lire juste un petit passage et vous allez comprendre. Voilà ce qu'on lit. Le public a le temps, je vous expliquerai après. Ce doit être trop vite, l'image se brouille. Hors champ, Judd court toujours. Kess pique toujours sur lui, il s'efface. On retrouve Billy sur l'écran, Kess sur l'écran, Billy fier dans le public, lançant de nouveau la crécelle en l'air, monté en spirale, un vol plané sans hâte et ascendant. Judd est en fuite. Billy saute sur ses pieds et se précipite. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le roman? Quand Billy comprend que l'oiseau a été tué, il se sauve, il se remet à courir. Dans le livre, il court encore plus que dans le film. Et il se réfugie dans un cinéma désaffecté. Il s'installe dans un fauteuil, il s'endort beaucoup aussi dans le film, et il rêve. Et il rêve qu'il triomphe. C'est-à-dire que sur l'écran, il projette son faucon qui est applaudi, et c'est un tel triomphe pour lui que Judd est obligé de quitter les lieux, de s'effacer. Et donc, quand il sort de la salle de cinéma, il a fait un rêve extrêmement positif, un rêve où il triomphe, où il est le grand vainqueur, et ce qui fait qu'ensuite il va enterrer l'oiseau, mais il s'endort, et il s'endort apaisé, tranquille. Alors que vous voyez que le film se ferme, lui, sur l'oiseau enterré, mais il n'y a absolument aucun élément qui peut penser que Billy va rebondir par rapport à cette situation. Donc, dans cette adaptation, Ken Loach, c'est comme pour Cathy Come Home tout à l'heure, en fait, il va vers quelque chose d'extrêmement radical, dans un enfermement complet. Il ne faut absolument pas que le spectateur, à quelque moment que ce soit, imagine quelque chose de positif pour Billy. La démonstration doit être absolument radicale. Et donc, il va prendre pour ça tous les choix nécessaires dans l'adaptation. On y va. Alors, évidemment, en dehors de l'adaptation, ce qui semble complètement essentiel dans le film, c'est le système éducatif. Là, je pense que vous avez quand même vu des choses assez hallucinantes. Alors, le système éducatif, bien sûr, il y a celui au sein de la famille. Ça, j'en parlerai cet après-midi parce qu'on fera un parallèle avec
avec This is England. Dans le film, les enseignants sont montrés violents, clairement. On peut même dire sadiques. C'est le cas du professeur de gym quand il le met, par exemple, sous la douche glaciale. On les voit aussi moqueurs. Ils se moquent assez régulièrement de lui. On les voit moralisateurs. Et bien sûr, le directeur pratique le châtiment corporel. Et tout le monde est forcément bouleversé par le plan du petit garçon qui subit et qui est puni injustement. Et c'est là où vous avez le côté documentariste de Ken Loach, c'est que Ken Loach fait durer le plan. C'est un documentariste, il sait que c'est dans la durée qu'il obtiendra ce qu'il veut. Donc il fixe la caméra, et là, on voit cet enfant qui s'effondre. Et forcément, c'est bouleversant. Ça ne peut pas être autre chose. Ensuite, il y a quand même l'exception. Et c'est ça, évidemment, qui va être intéressant dans le film, c'est le professeur d'anglais, qui, d'une certaine manière, incarne ce que Ken Loach aimerait voir dans le système éducatif anglais. Mais on peut évidemment se poser la question de l'existence, d'une certaine manière, du professeur. Alors, il faut savoir que le livre est un roman sur le plan éducatif totalement autobiographique. C'est-à-dire que l'auteur du livre a planté l'histoire dans sa région natale et raconte, d'une certaine manière, ce qu'il a vécu à l'école, cette école anglaise. Alors, on va lancer la séquence. Ah oui, il n'y aura pas de son, parce que si on met le son, je ne peux plus parler. Donc, on va laisser dérouler ce début. On s'arrête là 2 secondes. Donc là, on sait qu'ils reviennent du bureau du directeur. On comprend très vite que le professeur est assez indulgent puisqu'il demande quelle a été la nature de la sanction. Et on comprend très clairement qu'il est contre ces pratiques. Donc, là. On va s'arrêter là. Alors Billy va donc s'installer et dans le début de la séquence, filmé comme il l'est pratiquement dans tous les autres cours. C'est-à-dire qu'il est filmé en légère plongée, il est un peu écrasé et on sait que de toute façon, il n'est jamais très attentif. Là, on le voit d'ailleurs, son regard part un petit peu dans le vide. Pour que cette séquence fonctionne, vous devez toujours avoir à l'esprit que dans une séquence de ce type, et de toute façon, le cinéma est un art de la déconstruction. Et donc, vous allez devoir toujours vous poser la question de la position de la caméra et du point de vue. Qui regarde qui? Et à partir de l'angle que j'ai, que nous dit le cadrage? On y va. On s'arrête là 2 secondes. Donc, ici, le raccord nous annonce très clairement que l'on est en focalisation interne. Autrement dit, ce plan, c'est logiquement, d'après le cadrage qu'on nous propose, c'est donné comme si Billy regardait son professeur. Ce qui est une première, parce qu'effectivement, d'habitude, il n'est pas dans cette position-là. On continue. Et vous voyez que le professeur a adressé un regard à Billy. Ensuite, vous allez avoir une série de plans en insert qui vont, on laisse dérouler, qui vont montrer effectivement le rapport qu'a le professeur avec ses élèves, un professeur qui leur donne la parole, qui est à l'écoute, bien sûr, qui libère d'une certaine manière la parole. Alors, on va laisser se dérouler. Ce que l'on peut remarquer, c'est que, on y va, on peut laisser tourner, c'est que, voilà, on s'arrête là
le plan est rapproché, mais de par l'axe, on n'est pas très loin, d'une certaine manière, de l'axe qui était celui, plus ou moins, de Billy. On continue. On va s'arrêter 2 secondes. En réalité, maintenant, Billy il disparaît clairement de la séquence. Pendant presque 1 minute 30, on ne va plus le voir du tout à l'écran. Mais ce qu'on nous a donné auparavant laisse penser que pour une fois, il est plutôt concentré, il écoute le professeur et habilement, Loach l'écarte. Il est donc passé totalement hors champ. D'une certaine manière, on l'oublie. Et c'est aussi le principe de Billy, c'est d'arranger, de s'arranger pour qu'on l'oublie. On y va. On va donc avoir à partir de là les récits que le professeur va enclencher. Alors c'est un garçon dans le livre qui fait le récit. Là, c'est une jeune fille qui va prendre la place. Donc c'est une petite modification. Donc, je suis désolé, hein, si je mets le son, ça va être compliqué, mais vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc là encore, vous êtes dans le principe du plan fixe. On est toujours dans ce côté documentariste de Ken Loach. Et là, regardez, stop. On y va, on continue. Stop. On a vu le professeur qui a légèrement mis son regard dans l'axe qui est celui de Billy. Et on voit immédiatement que le regard qu'il a n'est pas un regard totalement bienveillant. Il a vu que Billy, en réalité, avait décroché, très clairement. Or, ça, on ne pouvait pas le savoir, puisque volontairement, il l'avait écarté du cadre. Et on retrouve Billy, toujours, évidemment, avec le même principe, et en plus, la tête baissée, donc complètement, ici, quand on le regarde, il baisse la tête, il ne regarde pas son professeur, il a compris que, bien sûr, il l'avait remarqué. La différence, c'est que, et c'est ça l'essentiel, le professeur d'anglais va aller chercher l'élève. L'élève décrocheur, il ne va pas le laisser dans son coin, il va lui demander quelque chose. Et ce qui va évidemment impliquer une réaction de Billy. On y va ? Dans les autres cours, Billy aurait été l'objet de moqueries. Ce n'est pas le cas ici. On va laisser dérouler. D'une certaine manière, on peut penser que ce qui est en train de se passer est exactement la répétition des situations précédentes. Et là, il va y avoir quelques modifications. Stop. Déjà, il y a ça. Alors ça, c'est quand même assez surprenant. Vous avez dû remarquer par ailleurs que dans le film, il y a énormément de... Enfin, il y a un certain nombre de fondus au noir, ce qui est très rare dans le cinéma de Ken Loach. Et là, vous avez d'un seul coup l'écran qui passe au noir. Alors, je pourrais très facilement revenir sur ce qu'a dit hier Alain Bergala. Le noir, ici, il a évidemment une symbolique absolue. Le noir, il renvoie naturellement à la mine. Car Billy, on va y revenir tout à l'heure, on lui parle et on lui annonce régulièrement qu'il y aura la mine. Or ici, alors qu'il est à l'école, le professeur entre dans le champ, ce qui est quand même quelque chose de très rare, c'est assez surprenant, et résultat, vous avez un écran totalement noir. Si on essaie une interprétation, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'expression de 2 options? Si Billy continue à être ce qu'il est, c'est-à-dire un élève qui s'endort, un élève qui, évidemment, n'écoute pas, un élève qui ne réagit pas, eh bien, son avenir, il est là, son avenir, il est noirci au sens où il descendra dans la mine, et ce sera, bien sûr, ce qu'il fera. Mais il y a une autre option, et l'autre option, d'une certaine manière, c'est de réagir à la proposition du professeur. On y va ?
Là, dans le cadre, on est véritablement sur la réprimande, mais on va être sur la demande. Et c'est ça qui est important. On va avoir à nouveau des plans en insert qui vont amener Billy à réagir. On va faire un arrêt de 2 secondes. Si vous voulez comparer cette séquence avec une autre, je vous donne un exemple. Prenez Entre les murs de Laurent Cantet. Et c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que dans Entre les murs, Cantet montre très clairement que l'enseignant laisse de côté les enfants décrocheurs. Et il n'y a aucune pédagogie de la part de l'enseignant, c'est ce que démontre Cantet dans le film, alors que ici, Ken Loach fait exactement l'inverse. Vous pouvez parfaitement projeter un extrait de Entre les murs après avoir analysé cette séquence et vous allez voir qu'on propose 2 façons différentes d'agir. On continue. Et à partir du moment où Billy va être lancé sur le faucon, tout va être transformé au niveau formel. Il va commencer à parler, à raconter évidemment ce qu'il sait de ce faucon. On peut se rappeler aussi qu'il a, d'une certaine manière, une certaine facilité avec les récits. Et vous avez un élément dans le film qui l'annonce, c'est lorsqu'il est avec la BD qu'il a dérobée et où en lisant la BD, il interprète lui-même tout un tas de personnages. Et c'est très vivant. Donc, il y a chez Billy cette envie de raconter. Et là, on lui donne une occasion de montrer ce qu'il sait faire. Donc le professeur va lui proposer à partir de là de venir s'installer au bureau. Et bien entendu, vous avez le cadrage qui va s'inverser. Et d'une certaine manière, on peut quasiment dire qu'il va avoir, dans la manière de le filmer, une stature professorale. Et les plans en insert n'auront pour objectif que de montrer comment il arrive à captiver tous ses camarades, alors qu'on sait que, d'ordinaire, dans le film, c'est plutôt, on s'arrête là 2 secondes, c'est plutôt, évidemment, le souffre-douleur. Et d'ailleurs, ce sera le cas juste après, quand ils vont se retrouver dans la cour de récréation. Et regardez, là, il est filmé en contre-plongée. Donc, il est valorisé par, évidemment, le choix de position de la caméra. Il est au centre. C'est lui, maintenant, qui mène le jeu. Et dans tout ce qui va suivre de la séquence, on va multiplier les points de vue pour montrer que tout le monde, y compris le professeur, est captivé par le récit. On y va. Alors, il y a 2 choses vraiment hallucinantes dans cette séquence. C'est d'abord le travail de direction d'acteur de la part de Ken Loach, car les plans sont très longs, donc ce qui demande évidemment à l'enfant, notamment sur le plan final, un jeu extraordinaire. Et comme toujours, Loach préfère le plan fixe quand il veut montrer des qualités. Donc là, on va voir que voilà, vous avez le plan du professeur qui s'est installé parmi les élèves, puisque là, il va être en position de recevoir, d'apprendre. C'est un savoir qu'il n'a pas, qui va évidemment le captiver, le fasciner, à tel point que par la suite, bien sûr, il viendra voir l'enfant avec son faucon. Et regardez, cette fois-ci, Billy, il est en plan rapproché, il n'y a plus que lui à l'écran, il occupe tout l'espace et il rayonne. Il rayonne alors que, depuis le début du film, à chaque fois qu'il est dans l'espace scolaire, il est moqué, il est frappé, et on ne s'intéresse pas à lui, ce qui fait que régulièrement, il s'y endort.
Et donc, on reprend le système des inserts et on va s'arrêter 2 secondes. Et pourquoi est-ce qu'on le reprend? Parce qu'on l'a eu avec le professeur. Et c'est-à-dire que ce système de plan en insert qui était là en début de séquence, mais qui concernait évidemment, entre autres, ce que disait le professeur, est maintenant attribué à ce que dit Billy, pour qu'on comprenne bien quelle stature il a désormais dans la séquence. On y va? Bon, je vais aller très vite parce qu'il ne me reste que 5 minutes et il va me falloir au moins 30. Alors, on va continuer rapidement. La séquence, de toute façon, elle est quasiment terminée. Mais ce que vous devez voir là, c'est que regardez l'axe de prise de vue. Et en réalité, ici, le cadrage donne presque Billy vu par le professeur, puisqu'on sait qu'il est légèrement sur le côté. On va peut-être l'arrêter là, la séquence, puisque de toute façon, elle se termine. Et on va mettre, dans ce cas-là, le plan, la fiche, tu sais, sur... Alors, au final, si on regarde donc cette séquence, vous voyez qu'elle a été entièrement pensée au niveau de la mise en scène, du cadrage et du montage pour valoriser, bien sûr, l'élève, mais pas seulement l'élève, le professeur également. Parce que ce que Loach aussi veut insuffler, c'est l'idée de l'école qui ne joue pas le rôle d'ascenseur social. Dans le film, et on en arrive à ça, dans le film, dès le départ, Billy est une chair à mine. Je dis chair à mine comme il y a chair à canon. Dès le départ, son frère lui dit « Tu seras, de toute façon, tu finiras dans la mine ». La mine, elle est omniprésente dans le film. Il y a du charbon dans la cour d'école. Regardez, à chaque fois que Billy est dans un cadre, la mine est en arrière-plan. La mine, elle empêche toute idée de fuite, toute idée d'horizon, d'évasion. Elle est là comme l'élément qui, bien sûr, sera l'avenir de Billy. Et vous avez une séquence hallucinante, c'est la séquence, bien sûr, avec le conseiller d'orientation, qui, en gros, on demande s'il n'est pas mandaté par la mine pour, bien entendu, trouver les jeunes qui, très vite, iront dans cette mine. Et cette mine, on vous la montre, puisqu'il rajoute la séquence avec Judd. Donc, dans son cadrage, Ken Loach va s'arranger très régulièrement pour que la mine soit là. Et c'est la même chose, il le faisait tout à l'heure dans Cathy comme Monde, on avait la ville ouvrière en fond. Dans son cinéma et dans ce cinéma social qu'il fera, d'abord, il a un principe, c'est qu'il fait des repérages extrêmement précis. Par exemple, ces scénaristes s'installent des mois à l'avance sur le lieu de tournage, mais avant d'écrire le scénario. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a un scénario et qui va chercher les lieux de tournage. Il fait exactement le contraire. Il installe son scénariste sur un lieu et le scénariste s'imprègne du lieu. Et là, ils vont commencer à chercher tous les axes qui vont permettre de travailler. Il va travailler toujours en décor naturel et il n'intervient quasiment jamais sur les espaces que sont bien sûr la maison. On va dérouler. À partir de là, un petit peu au-dessus pour avoir les deux, à partir de là, dans le film, il y a des choix extrêmement précis. Lorsque Billy est aussi bien en ville que dans l'école, on est dans une espèce d'espace de... C'est un lieu de transition pour lui et c'est d'ailleurs pour ça qu'il court toujours en ville et qu'il dort toujours à l'école. Il dort dans la chaudière, il dort en classe, pratiquement partout, il est évidemment endormi. En ville, il court. La ville, c'est aussi l'endroit où il va manifester son côté un petit peu coquin. C'est-à-dire que en ville, on le voit très bien. Il chipe une bouteille de lait, il va aussi s'amuser avec le vendeur de journaux. Il s'amuse à bouger l'échelle pour qu'il tombe, etc. Et dans cette ville, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de positif pour Billy, ce sera toujours en lien avec le faucon. Le boucher lui donnera
quelque chose, bien entendu, on lui parlera. Le fermier, par exemple, lui parlera. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura une relation positive avec un adulte, ce sera en lien avec le faucon. Ça, c'est la clé absolue du cinéma de Loach. Ce qu'il y a en dessous, c'est le vaste plan d'ensemble. Dans les interviews qu'il a données à Cannes, Peter Mullan raconte que dans My Name is Joe, la caméra était tellement loin qu'il l'avait complètement oublié. Il n'y avait plus de caméra. Donc il y avait un espace de liberté absolue. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous faire la métaphore, mais vous l'avez bien comprise. Ici, il y a deux pôles, c'est dressage et éducation. Et c'est en permanence dans le film. Billy, est-ce qu'il est éduqué à l'école ou est-ce qu'il est dressé? Est-ce qu'il dresse Kes ou est-ce qu'il éduque Kes? Toute la question est posée pendant la totalité du film. Et dans ces plans d'ensemble, il donne à son personnage une liberté absolue, mais qui est une liberté totalement relative et relativisée évidemment par l'ensemble du reste des cadrages. Et notamment, on va avancer par celui-ci, c'est-à-dire que, il faut remonter un petit peu, dans la maison, c'est en permanence un lieu de tension. D'ailleurs, regardez, là, j'ai mis celui-ci parce que c'est le seul moment du film où il y a un semblant de repas familial. C'est le seul. Et encore, on ne peut pas vraiment dire que ça en soit un. Donc, tout le cadre est serré dans la maison. Mais tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Loach, il ne va pas tourner en studio. Il va tourner en décor naturel, il va choisir ses lieux, et donc forcément, ça ne va pas lui permettre énormément de recul, ce qui va d'une certaine manière le contraindre à filmer extrêmement serré et à enfermer, et c'est là où je parlais ce matin d'aliénation. Mais là, c'est une aliénation totalement familiale. Et résultat, alors qu'à la fin, on est à nouveau dans la nature, eh bien le film se termine non pas comme au-dessus sur un vaste plan d'ensemble, mais sur un plan totalement serré qui montre bien l'enfermement de Billy. Et cet enfermement est dû, si on reprend toute la démonstration, au déterminisme social. Et c'est ce à quoi veut aboutir Ken Loach. Autrement dit, son film, c'est un film 100% politique. 100% politique. Ce film, il veut absolument qu'il adresse un message, et un message évidemment sur la manière dont on considère ces enfants, dont on les éduque évidemment, mais aussi bien à la maison qu'à l'école. Il n'y a pas d'espoir pour Billy dans ce film, il y a zéro espoir. Et je pense que, vous allez voir tout à l'heure This is England. This is England est un film bien plus optimiste que ne l'est Kes. Kes, c'est le début du cinéma de Ken Loach. Quand il va ensuite, dans les années 80, faire tous ces grands films sociaux que sont Raining Stones, Family Life, Riff Raff, etc., ils vont être beaucoup plus drôles. Ils vont être, évidemment, ils vont tous bien se terminer. Mais là, tout à l'heure, quelqu'un me disait, il est en colère. Et c'est exactement ça. Il est en colère et donc il va faire des films en réaction à tout ça. Alors, on va mettre la dernière planche, puisque j'ai déjà débordé un peu, c'est ça. Et la dernière planche, c'est, il me semble, que Billy, dans le cinéma de Ken Loach, a fait d'une certaine manière, il a fait son petit Truffaut avec Douanel, mais à la différence, évidemment, c'est que sa trilogie, elle n'est pas évidemment avec les mêmes acteurs. Mais je suis absolument persuadé que Billy, adolescent, c'est le personnage de Sweet 16 et que Joe, adulte, d'une certaine manière, c'est lui également. D'ailleurs, dans Sweet 16, il y a une phrase hallucinante où le personnage dit on va faire comme si on était une famille heureuse. Il dit ça dans Sweet 16, ce qui est quand même assez hallucinant. Et donc, dans ces trois films qui, vous le voyez, je le disais ce matin, ont tous été, même Kes, présenté à Cannes, donc dès son deuxième film, il est en sélection à Cannes, eh bien, dans ces trois films, vous avez d'une certaine manière le destin du personnage. Et Sweet 16 se termine quasiment par une séquence
qui renvoie aux 400 coups de François Truffaut. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a aussi il y a énormément de choses positives dans les trois personnages, mais il y a un déterminisme social absolu dans les trois films, et il y a une aliénation familiale absolue dans les trois films. Voilà, j'ai débordé. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour ce matin. Je vous souhaite une bonne pause et à tout à l'heure. Tout à l'heure, ne manquez pas le début parce que vous allez démarrer avec 5 minutes de musique Oi.